Messieurs, bonsoir. Nous avons comme invité ce soir sur ce plateau le professeur Franklin Nyamsi, qui n'est plus à présenter et qui est de passage à Niamey, où il a pris part à la manifestation culturelle et artistique à Adun Song Asa Labou Baksinei, organisée du 26 juillet au 3 août dernier. Avec notre frère et ami professeur Franklin, nous allons parler du choix assumé des 3 pays de l'AES pour défendre vaille que vaille la souveraineté totale de leur pays. Professeur Nyamsi, bonsoir et merci d'avoir accepté cet entretien malgré votre programme de visite très chargé ici à Niamey. Première question, professeur, comment il faut vous présenter aujourd'hui puisque vous foulez régulièrement le sol nigérien et des autres pays de l'AES? Un Sahélien, un ami du Sahel, un ami du Niger, comment vous présentez-vous? Un Africain. Bonsoir d'abord à l'ensemble des téléspectateurs de cette chaîne de télévision qui, je tiens à le souligner, est devenue l'une des favorites des Africains, des diasporas comme du continent. Je voudrais saluer le formidable travail qui est abattu maintenant à la radio-télévision Sahel, à la radio-télévision du Niger. Merci. Elle nous réconcilie avec les chaînes de télévision publiques. Et mon cher Abdoulaye Timogro, c'est toujours un bonheur, après Agadez, oui, bien sûr, de vous retrouver ici, mon cher ami et frère. Oui, alors, comment m'appelle-t-on? Moi, mon nom c'est Nyamsi. Mon père s'appelait Cameroun Nyamsi. Et chez les Bandem de Yabassi au Cameroun, quand on est le fils de son père, on a son nom plus le prénom de son père. Donc Nyamsi ou Cameroun. Or, mon engagement est celui de la construction d'une Afrique fraternelle, une Afrique unie, une Afrique prospère, souveraine et puissante. Voilà comment j'ai ajouté, comme vous le voyez sur l'intitulé de ce livre, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa. Vous pouvez tout à fait ajouter avant, Wa Niger, Wa Africa, Wa Côte d'Ivoire, Wa Africa, Wa Burkina, Wa Africa. Je pense que nous devons aller vers la conscience citoyenne africaine. C'est avec cela que nous allons dépasser le tribalisme, le régionalisme, le communautarisme qui bloque beaucoup de nos pays. En nous réalisant comme citoyens africains, nous serons capables de construire une grande puissance, faisant respecter les Africains du continent et les diasporas. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé de venir assister à la manifestation culturelle organisée dans le cadre de l'AN du CNSP? Et je rappelle que cela fait déjà votre deuxième séjour chez nous, chez vous, ici au Niger. Le Niger, mon cher Abdoulaye, est un pays qui est central aux yeux des Africains de cette époque. Pourquoi? Parce que le Niger, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, s'est engagé dans une révolution panafricaniste. Le principe de cette révolution est très simple, c'est le principe de la souveraineté retrouvée. Ces 3 pays ont décidé que les richesses de leur sol, de leurs mers, de leurs airs, que les richesses que le Tout-Puissant a accordées à leurs ancêtres seront dédiées à la prospérité, à la liberté, au bien-être de leur propre population. Cette décision prise par les présidents Assimi Goïta au Mali avec ses compagnons, Ibrahim Traoré au Burkina Faso avec ses compagnons, et Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP au Niger, a épousé le cœur des Africaines et des Africains qui partout et depuis très longtemps se battaient pour l'émergence d'une Afrique souveraine, des décombres des pseudo-indépendances qu'on nous a accordées dans les années 60 sur ce continent. Donc le Niger est la prunelle des yeux des Africains parce que le Niger est le laboratoire, comme le Burkina Faso et le Mali, de l'émancipation africaine du XXIe siècle. Or, qui dit émancipation dit également culture. Car pour s'émanciper, il faut sortir de la dictée et du dictat culturel du dominant. Par conséquent, la promotion de la culture, pour laquelle je voudrais saluer le formidable travail abattu par le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. La culture est un élément révolutionnaire essentiel, car il s'agit de la réappropriation de nos âmes et de nos esprits, des mains ensorcelées et ensorcelantes de la domination néocolonialiste et impérialiste. Il faut réactiver la valorisation de nos sols, de nos terroirs, la valorisation de ce qu'il y a de positif dans notre passé pour pouvoir affronter courageusement l'avenir. Par exemple, le dictat de la propagande démocratique, le dictat de la propagande droit de l'homiste, le dictat de la propagande, je ne sais pas, des programmes d'ajustement structurel et des conditionnalités qui sont imposées aux États africains par les puissances occidentales, il n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu effondrement
de notre propre référentiel culturel. Le Niger, en valorisant sa culture, j'ai découvert à Agadez, avec vous, il y a maintenant quelques mois, grande tradition de la lutte traditionnelle nigérienne. Oui, tout à fait. Avec les différentes formes de musique, avec les différents arts qui prospèrent au Niger. Niger, pays de vie ancienne. Parce qu'on oublie souvent qu'au Niger, on trouve quelques-uns des vestiges paléontologiques et anthropologiques les plus anciens qu'il y a au monde. En revalorisant cette culture, le Niger participe à la thérapie des Africains. Et voilà pourquoi je me suis d'ailleurs penché comme écrivain pour produire mon premier livre sur le Niger à cette occasion. Donc la culture, c'est vraiment là qu'on va chercher l'inspiration pour lutter. Et nos raisons de vivre résident dans notre culture. D'accord. Merci, professeur. Professeur, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont engagés résolument dans la reconquête de leur souveraineté nationale. Quel est, selon vous, le prix à payer pour ce choix très assumé des trois pays? Il n'y a pas de prix à payer, car la souveraineté n'a pas de prix. D'accord. La notion de souveraineté, qui vient du latin superus, qui veut dire le supérieur, renvoie à la dignité de chaque être humain, de chaque communauté humaine. C'est ça. Une communauté qui négocierait ou qui achèterait ou qui vendrait sa dignité n'est plus humaine. Absolument. Elle est déshumanisée. D'accord. Donc il n'y a pas de prix. La souveraineté n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Pour une raison morale et spirituelle. Mais il y a aussi le fait que la souveraineté est la condition de tous les autres accomplissements. Bien sûr. C'est à partir du moment où je peux librement décider, pour moi-même, en tant qu'individu et en tant que peuple, en tant que communauté, que je peux bâtir un avenir qui ait du sens pour moi. Donc, le développement économique, le développement social, le développement politique, la réalisation plénière de la société africaine ne sont pas possibles sans la condition de la souveraineté, souveraineté de défense, souveraineté monétaire économique, souveraineté culturelle et spirituelle. Il faut resacraliser la terre d'Afrique et les valeurs africaines si on veut authentiquement libérer l'Afrique. D'accord. Mais professeur, on a vu depuis que ces trois pays ont décidé justement de lutter pour leur souveraineté, il y a des embûches, il y a des attaques un peu partout dans ces pays. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Mais alors, c'est très clair. Une Afrique souveraine, cela veut dire les matières premières et les richesses africaines bénéficiant d'abord aux Africains. Les Africains sont bénéficiaires du continent le plus riche de la Terre, en potentialité de ressources naturelles et humaines. Et il faut voir que d'autres continents, quant à eux, ont été bâtis sur toute une tradition d'angoisse du manque. Bien sûr. L'Europe n'a rien dans son sous-sol. L'Amérique du Nord n'a presque rien dans son sous-sol. Il faut donc comprendre que l'Occident, qui vit entre l'Europe et l'Amérique du Nord, soit particulièrement angoissé à propos des ressources naturelles. C'est une civilisation qui a peur du lendemain et qui par conséquent a besoin d'accumuler, de préserver, d'engranger pour affronter, pour ainsi dire, le temps des vaches maigres. D'accord. L'Afrique, les Africains et les Africains doivent se préparer à être sans cesse attaqués, harcelés, jalousés, à être l'objet de toutes sortes de complots parce que sous leurs pieds résident les plus grandes richesses de la Terre. Il nous appartient de bâtir des systèmes de sécurité et de défense, des systèmes politiques solides, une éducation, une formation, un emploi solide pour nos populations et de transmettre la conscience de la dangerosité du monde aux Africains. L'Europe, l'Amérique, l'Asie ne lâcheront jamais l'Afrique. C'est l'Afrique réorganisée, souveraine et puissante qui se fera respecter. Car nos richesses nous vaudront toujours des convoitises. Bien sûr. Et c'est ce que l'on a observé. La grande attaque de 2011 de l'OTAN en Libye était une campagne de reconquête militaire. Les emails de Mme Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine du gouvernement Obama, et qui ont été révélés par le scandale Wikileaks, ont indiqué qu'il fallait tuer Kadhafi et détruire la Libye, parce que Kadhafi avait l'intention de bâtir une monnaie africaine souveraine qui mettrait fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur les Africains. Voilà le vrai motif pour lequel Kadhafi a été assassiné. Et on a maquillé tout cela derrière la terminologie démocratique, droit de l'homiste, toute cette propagande qui est une poudre de perlimpinpin aux yeux des Africains. Il nous faut prendre conscience du fait que ce sera une lutte permanente. Si l'Afrique dort, l'Afrique est morte. Si l'Afrique est éveillée, l'Afrique vivra. D'accord. Professeur, quelle analyse faites-vous du cas précis du Niger qui était le dernier pays à emprunter cette voie il y a un an? Vraiment le cas précis du Niger. Le Niger, mon cher Abdoulaye, est un miracle stratégique, est un miracle géopolitique. En moins d'un an,
le CNSP, dirigé par le président Abdourahmane Tiani, a réussi à faire ce que pendant plus de 30 ans, les dirigeants successifs de ce pays n'ont pas été capables de faire. D'accord. S'affranchir du principe de la tutelle néocolonialiste. Débarrasser le sol du Niger qui, depuis pratiquement 10 ans, était occupé par des forces occidentales, lesquelles s'appelaient les unes après les autres, et continuaient de constituer des enclos pour prendre les Nigériens d'assaut et les braquer littéralement sur leur propre sol. J'espère que vous avez observé qu'il y a une structure intime entre les multinationales et les camps militaires des puissances impérialistes. Les camps militaires sont souvent installés près des entreprises qui permettent d'extraire les richesses de ce sol. En moins d'un an, le Niger a réussi, sous le président Tiani, à obtenir le retrait des troupes françaises, le retrait des troupes américaines, le retrait des troupes européennes. Et pendant cette année a été administrée la preuve que l'État nigérien peut vivre sans dépendre de ce qu'on a appelé l'humanitarisme, la pitié, la compassion, l'aide internationale. Car c'est sur fonds propres, sur budget sécurisé, que le président Tiani et ses compagnons font fonctionner le Niger, allant même jusqu'à payer la dette interne. La dette intérieure de la plupart des pays d'Afrique francophone est le parent pauvre des budgets. Ici, dans cette période particulièrement difficile, on est allé jusqu'à pouvoir régler les bourses des scolaires et des universitaires. J'ai discuté avec les principaux leaders syndicaux cette semaine. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la particularité de ce régime politique, c'est qu'il a été capable, en un temps record, les autres régimes l'ont fait en 3 ans. Bien sûr. Regardez au Mali, ça s'est passé en 3 ans. En 3 ans. Ça a commencé en 2020 et ça s'est accéléré seulement à partir de 2021, quand le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali. Avant, sous le colonel Bandao, on voyait très bien la transition malienne qui ronronnait. Regardez au Burkina Faso. Quand le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir, mais le Burkina Faso ronronnait également. Il a fallu la rectification par le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, il n'y a pas eu besoin de rectification, car le rectificateur était le premier acteur de la situation. Le président Tiani et ses compagnons ont repris en main le destin du Niger en un temps record. Je ne connais pas de situation politique en Afrique, et qui, Dieu seul sait que j'écume les situations politiques africaines, où on est posé autant d'actes révolutionnaires en moins d'un an. En moins d'un an. D'accord. Et professeur, quel sera à présent votre message en direction de vos frères nigériens dans cette lutte pour l'affirmation de notre souveraineté nationale? Quel sera votre message en direction de vos frères nigériens je leur dis, qui vous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux? Voilà. Je leur dis aux Nigérois et aux Nigériennes, comme on les appelle affectueusement, attention, l'ennemi va tenter systématiquement d'utiliser ces vieilles ficelles. Il va tenter d'utiliser les différences religieuses, le communautarisme religieux. Refusons de détester, de nous détester parce que nous ne sommes pas de la même religion. L'ennemi va tenter d'utiliser les différences ethniques, le tribalisme. Refusons de nous détester, refusons de rivaliser, de nous nuire mutuellement parce que nous ne sommes pas de la même tribu, de la même ethnie ou du même clan. Il va tenter d'utiliser le régionalisme. Refusons de nous diviser, de nous opposer parce que nous ne serions pas de la même région. L'ennemi va tenter d'utiliser le corporatisme. Il va tenter d'agiter le corps social dans le but de fragiliser la révolution nigérienne et finalement d'empêcher que le bien commun qui est en jeu et que ce régime s'efforce de réaliser, se réalise. Une fois qu'on est prudent là-dessus, il faudrait peut-être qu'on apprenne à se regarder tous ensemble comme des Africains. La posture de transcendance qui est nécessaire pour affronter l'avenir dans ce continent, c'est la citoyenneté africaine. Souvenez-vous bien que les frontières que nous avons actuellement, entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, elles ont été tracées par des puissances coloniales. Donc la véritable conscience citoyenne dont nous avons besoin partout en Afrique, c'est la conscience africaine. Si nous percevons tous d'abord comme des Africains, déjà cela nous aidera à ne pas nous exclure, parce que nous sommes Haoussa, nous sommes Germains, nous sommes Peul, nous sommes Touareg. Et au-delà de chacune des frontières de nos pays, nous serons capables d'entrer en synergie avec les forces positives, mais des autres nations qui nous environnent. Donc, l'espoir est sauf si la division ne passe pas. Ne laissons pas passer la division. D'accord, professeur. Merci pour ces précisions et ces explications. Merci. Et pour terminer cet entretien, un mot sur le livre que vous venez d'éditer sur la marche de la transition du Niger conduite par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani.
J'ai pensé que pour entrer en matière dans les questions politiques nigériennes, je devrais m'imposer un devoir, un petit devoir intellectuel, celui de dire comment je comprends l'action politique qui a été menée ici. Et dans ce livre d'environ 100 pages, j'ai essayé de montrer que je comprends cette action en 4 axes. Le premier axe, on peut voir le livre? Absolument. Le premier axe, c'est une rupture de la doctrine géopolitique et géostratégique qui avait été imposée par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental à la plupart des pays africains. Cette doctrine disait que l'Afrique est attaquée par des djihadistes et que c'est une guerre religieuse qui est menée contre nous. Les autorités nigériennes, comme celles du Burkina Faso et du Mali, ont dit non. Nous ne sommes pas attaqués par des djihadistes. Nous sommes attaqués par des terroristes qui sont financés et armés par les puissances impérialistes et néocolonialistes. Ça, c'est le premier élément fondamental où la politique a rejoint la vérité scientifique. Deuxième élément important, la question de la souveraineté économique. Les 3 États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel brillent par le fait de vouloir utiliser rationnellement les ressources de l'État pour satisfaire les besoins de leur population. Ce ne sont pas des États mendiants, ce ne sont pas des gouvernements mendiants, mais qui exigent un partenariat respectueux de leur souveraineté dans tous les domaines. Troisième élément extrêmement important, la revalorisation de la civilisation négro-africaine. Ce qui est important dans la révolution que nous avons au Niger, c'est que désormais, l'Abou Sanino Zinchan Kassane. C'est-à-dire que c'est dans les valeurs de civilisation les plus profondes du pays lui-même qu'on doit puiser les sources d'inspiration pour construire les institutions. Cela veut dire que le Niger est à l'avant-garde des pays africains qui vont se libérer du chantage démocratique, du chantage droit de l'homiste, et qui vont enraciner les institutions africaines dans l'expérience politique africaine elle-même. Terre de sultanat, terre d'empire, terre de royaume, le Niger a une tradition politique profonde. Et il n'a pas besoin de se greffer systématiquement à l'histoire républicaine de la France ou des pays occidentaux pour concevoir les formes d'architecture politique qui lui conviennent. Et le quatrième et dernier axe, c'est la formidable ouverture au monde, l'élan panafricaniste qu'incarne l'action du gouvernement actuel au Niger, au Burkina Faso comme au Mali. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet thérapeutique pour les Africains des diasporas, pour les Africains de tout pays, pour les Africains qui souffrent aux Amériques, qui souffrent en Europe, qui souffrent en Asie, de discrimination, parce que la plupart du temps, ce sont eux les principaux sans-papiers. Vous ne pouvez pas imaginer la joie et la fierté, la santé mentale que les Africains du monde entier retrouvent quand ils prennent connaissance des actes de souveraineté posés par les 3 étoiles polaires du Sahel. Voilà pourquoi ce livre est un acte de gratitude, c'est un acte de reconnaissance. Si vous aimez nos peuples, nous, qui sommes les serviteurs de la conscience vigilante, nous vous aimons et nous vous défendrons. On peut rappeler, peut-être avant de finir, le titre de ce livre. Il vient juste de sortir. Oui, il vient de sortir. Il est sorti samedi. Il est sorti samedi. Ça est dans les kiosques déjà? Mais il va dans les kiosques. Normalement, il sera disponible dans Niamey dans les prochaines heures. Alors, c'est l'an 1 de la révolution panafricaniste du CNSP du Niger. Enseignements et défis du leader Abdourahmane Tchani et ses compagnons de lutte. C'est le titre de ce livre, qui, je l'espère, va en générer d'autres. Merci, professeur Franklin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la RTS aussi.